plutôt. Mhm. Voilà, c'est un petit rappel pour tout le monde. Si vous pouvez couper vos micros, ça sera parfait. Bon, alors je peux toujours rien voir. Là, je ne sais pas combien nous avons de personnes. Et maintenant, on est 14. Il y en a une personne en plus. Bon, peut-être on va quand même commencer. On va commencer. Il faut pas commencer en retard. Très bien. Bon, alors, bienvenue aux 14 personnes qui sont là et bienvenue bientôt à ceux qui vont nous rejoindre. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir des nouveaux, je pense, même si j'ai pas la liste en face de moi de ceux qui sont là. Donc, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens qui reviennent et bienvenue donc à cette première réunion de notre saison 2023-2024 qui va être tout particulièrement exaltante avec tous les programmes que nous avons. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui encore Bruno Nicou, qui, comme d'habitude, va nous faire une démonstration extraordinaire et va nous donner envie encore d'aller voir de ne pas attendre les 2 semaines qui nous éloignent de Lohengrin. Et donc, alors par contre, j'ai juste un petit problème logistique là. Je crois que vous devez tous couper vos micros parce que j'ai un petit noir devant moi, un écran noir. Donc, je pense que quelqu'un qui doit avoir un micro ouvert, j'espère. Donc, si vous pouviez faire ça, voilà. Et Bruno, bah, écoutez, je vous passe la parole pour nous parler de Lohengrin dans cette nouvelle mise en scène à l'Opéra de Paris. Bruno, vous m'entendez? Pardon, j'avais coupé le son. Vous m'entendez là? Pardon. Là, je vous entends très bien. Maintenant, au Voilà, moins, on vous voit, c'est bien. voilà. Excusez-moi. Oui, donc très heureux de recommencer cette nouvelle saison par en plus un grand chef-d'œuvre de Richard Wagner qui est son Lohengrin. Alors on continue chaque année depuis l'arrivée d'Alexander Neff, on a droit à un Wagner. Ça a été Le Vaisseau fantôme, ça a été Tristan et Isolde, ça a été Parsifal. Donc on poursuit notre compagnonnage avec Wagner cette année avec une nouvelle production de Lohengrin. Alors, c'est une production donc qui est programmée pour vous de mémoire, c'est le 14 octobre, c'est ça? 14 C'est ça. octobre? 14 octobre. Et le spectacle a lieu du 23 septembre au 27 octobre. C'est une œuvre qui dure 4h20 et qui comprend 2 entractes. Alors, Lohengrin. Richard Wagner, bien sûr, immense compositeur allemand qui est né en 1813, d'ailleurs la même année que Giuseppe Verdi, qui est mort en 1880, 1885, 1883, pardon, et compositeur qui est non seulement immense compositeur, mais qui a été aussi un très grand théoricien de la musique. Il a beaucoup pensé sa musique, il l'a théorisée avant de mettre en pratique ses différentes théories. Il laisse notamment 3 grands textes théoriques, Art et Révolution en 1849, L'œuvre d'art de l'avenir également en 1849, et Opéra et drame en 1850-1851. Alors, c'est un compositeur qu'on connaît essentiellement pour ses opéras. Il a écrit également une symphonie de jeunesse, mais qu'on n'écoute quasiment jamais. C'est vraiment l'auteur dramatique que l'on connaît et qui a laissé quasiment des chefs-d'œuvre qui vont. Alors, il y en a eu avant le Vaisseau fantôme, mais du Vaisseau fantôme à Parsifal. En passant, je les ai cités par Tannhauser, Lohengrin, la tétralogie, les maîtres chanteurs de Nuremberg. Enfin voilà, d'immenses chefs-d'œuvre. Alors, Lohengrin. Parlons plus spécifiquement de Lohengrin. D'abord, ça commence, nous sommes au début des années On va finir. 1840. 1800, si quelqu'un pouvait se couper son micro, j'ai un retour micro. J'ai un retour micro. Oui, il y a un micro. Ouais, voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Donc, ça commence, on est à peu près en 1800, 1841, et Wagner va, à l'épuiser, commence à s'intéresser au sujet de Lohengrin. Pendant à peu près 4 ans, il va aller puiser dans des sources qui sont essentiellement des sources médiévales, et notamment, alors il y a différents textes que l'on peut citer, il y en a un qui s'appelle le roman de Lohengrin, d'un auteur qui s'appelle Nuvius,
Et il va également aller puiser chez Wolfram von Eschenbach, qui était un grand poète médiéval. Il va aller puiser deux textes, Parsifal et Titurel. Alors, c'est très intéressant parce que Wolfram von Eschenbach, c'est un personnage que l'on rencontrait dans l'opéra qui a précédé Lohengrin, dans Tannhauser. C'est un des personnages de Tannhauser, ce chevalier poète, s'appelle Wolfram von Eschenbach. Donc, on voit bien la cohérence dans l'œuvre de Wagner, hein, avec des personnages récurrents, toutes des thématiques qui reviennent de façon extrêmement régulière. Donc, pendant 4 ans, il puise donc à différentes sources médiévales et à partir de 1845, il est à Marienbad et il va écrire son livret. Il va mettre quelques mois pour écrire son livret. Novembre 1845, le livret est prêt. Il a commencé à l'écrire en prose et puis ensuite, il l'a terminé, il l'a versifié. C'est un livret au final qui est en vers. Et novembre 1845, le livret est terminé. Et à partir d'avril 1846 jusqu'à peu près avril 1848, pendant 2 ans, Wagner va écrire sa partition. Et puis, il est obligé de s'exiler. Il va y avoir les journées de Dresde de 1849, les journées révolutionnaires, et Wagner va être obligé de s'exiler à Zurich. Et il va essayer de monter son Lohengrin. Et il va s'appuyer sur qui? Sur un immense compositeur qui a été également son mentor, Franz Liszt. C'est à Weimar, en août 1850, que Wagner crée Lohengrin sous la direction musicale de Franz Liszt. Le succès de l'œuvre est relatif, c'est-à-dire que l'accueil critique et public n'est pas extraordinaire, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire. Et il va falloir attendre quelques années pour que Lohengrin devienne l'œuvre référence que l'on sait jouer un peu partout dans le monde, à telle enseigne que maintenant c'est une des œuvres incontestablement les plus populaires de Wagner. Alors de quoi ça parle? Nous sommes au Xe siècle. Nous sommes au Xe siècle dans le duché de Brabant, qui appartient à un royaume plus vaste que le royaume, je simplifie, le royaume germanique. Et Henri l'Oiseleur, qui est le roi de ce royaume, vient visiter les terres du Brabant. Le problème des terres du Brabant, c'est qu'elles sont menacées. Les frontières extérieures sont menacées. Il y a une guerre aux frontières du duché de Brabant. Et cette guerre menace le duché d'autant plus fortement qu'il y a une querelle, j'allais dire dynastique, ou en tout cas d'héritage. C'est-à-dire que Gottfried, qui était le successeur légitime du duché de Brabant, a disparu et Elsa, sa sœur, est accusée par Heinrich von Telramund et sa femme Ortrud d'être responsables de la disparition de Gottfried. Ils accusent Elsa. Et Elsa, elle, bien évidemment, nie le fait d'être responsable de la disparition de son frère. Et elle invoque, lors d'une prière, un héros qu'elle a vu en rêve, qui serait son sauveur, qui serait celui qui viendrait pour montrer qu'elle est tout simplement innocente. Et tout à coup, arrive sur un signe, miraculeusement, un personnage comme ça, mystérieux, qui est en fait, qui n'est rien d'autre que Lohengrin, un chevalier comme ça, magnifique, qui arrive. Et il se propose d'être le héros d'Elsa et d'affronter en combat singulier Heinrich von. Alors, je vais plus parler. Alors, j'entends plus. Ah, Non. ça a été coupé. Vous m'entendez là? Oui. Pardon, je ne sais pas pourquoi le son a été coupé. Donc, du coup, Lohengrin va affronter en combat singulier Heinrich von Telramund pour prouver l'innocence d'Elsa. Il affronte Heinrich, il le blesse, il vainc Heinrich von Telramund et il prouve de facto que Dieu est du côté d'Elsa et que Elsa n'a pas menti. Il va même non seulement être le héros d'Elsa, mais il sera son futur mari. Il est prêt à épouser Elsa, à une seule condition, c'est que Elsa ne lui demande jamais qui il est, quelle est son identité et d'où il vient. Elsa accepte, si je puis dire, le deal, et donc Lohengrin deviendra le mari d'Elsa. Sauf que Heinrich von Telramund et Ortrud veulent prendre leur revanche. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire croire à Elsa
Elles vont instiller le doute dans l'esprit d'Elsa, en lui disant, si Lohengrin ne veut pas que tu saches qui il est, c'est parce qu'il a des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques sont dangereux. Donc, tant que tu ne sauras pas qui il est, tu ne seras pas en repos. Donc, il est important, Elsa, que tu saches qui est le véritable, l'identité, quelle est l'identité de cet homme qui va devenir ton mari. Et au deuxième acte, alors que le mariage a eu lieu, le soir de la nuit de noces, Elsa finit par poser la question fatidique à Lohengrin. Juste à ce moment-là, 4 hommes entrent dans la pièce avec à leur tête Heinrich qui veut tuer Lohengrin. Lohengrin prend son épée et tue Heinrich von Telramund et dit ensuite à Elsa, tu m'as trahi, tu as voulu savoir qui j'étais alors que tu avais l'interdiction de me poser la question. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, devant le peuple, dire qui je suis et ensuite, je partirai. Et devant le peuple rassemblé, Lohengrin va dire que tout simplement, il est le fils de Parsifal, Parsifal qui est en fait à la tête d'une confrérie, en gros les chevaliers de la table ronde, qui gardent les reliques sacrées du Christ. Une fois qu'il a avoué quelle était son identité, qu'il s'appelle Lohengrin, il décide de partir, non sans avoir fait, si je puis dire, un miracle, puisqu'il transforme le signe qu'il avait accompagné et le signe devient Gottfried, le frère d'Elsa. Et on découvre en fait que Ortrud, par ses pouvoirs maléfiques et magiques, avait jeté un sort sur Gottfried et l'avait transformé en signe. Et donc, Lohengrin a vaincu le sort, a transformé le sort d'Ortrud et Gottfried est revenu d'une certaine façon à la vie, est redevenu humain. Et une fois que le miracle est fait et que Ortrud est tombée à la renverse, morte d'une certaine façon, choquée, Lohengrin repart d'où il est venu en laissant Elsa et son frère Gottfried. Voilà, donc une fin pathétique, si je puis dire, une fin pathétique. Alors, ce qui est intéressant dans Lohengrin, c'est toujours, comme d'ailleurs dans n'importe quelle œuvre, quand on étudie une œuvre opératique, c'est d'abord de comprendre le livret, et d'autant plus de comprendre le livret et d'aller aller tracer en quelque sorte les différentes thématiques que l'on peut y trouver. Ce travail est d'autant plus intéressant que c'est Wagner lui-même qui a écrit son propre livret. Donc, il a mis, comme souvent, beaucoup de lui-même dans la rédaction du livret. Alors d'abord, première chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il a, Wagner, un tel sens du détail que sa versification est une versification archaïque. Il va aller puiser dans les textes médiévaux, comme je vous l'ai dit, et essayer de restituer cette versification archaïque. Alors bien évidemment, nous, sauf ceux qui lisent très très bien l'allemand et qui sont capables de faire la différence entre l'allemand moderne et l'allemand archaïque, c'est très compliqué de le noter, mais c'est intéressant en tout cas de le savoir, qu'il a poussé la perfection ou la précision jusqu'à essayer d'imiter en quelque sorte la versification archaïque, la versification médiévale que l'on trouvait dans la littérature allemande. Ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément qui est intéressant aussi, c'est que Wagner est quelqu'un qui adorait la littérature classique. On ne le dit pas suffisamment, mais Wagner était féru de classicisme et notamment connaissait très bien le théâtre grec. Et donc, sa construction, la construction de son livret, est une construction qui est de facture extrêmement classique, typiquement aristotélicienne. C'est-à-dire qu'on a, comme dans le théâtre grec, on va avoir l'exposition, on va avoir les péripéties, et ensuite, on va avoir la catastrophe. Donc, l'opéra, d'une certaine façon, va se passer en 3 temps. Et en plus de ça, on va avoir une unité de lieu, le duché de Brabant, et une unité de temps, ça se passe à peu près sous 24 heures. Donc, la règle des unités est respectée, on est dans une conception classique, si je puis dire, du théâtre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cadre qui est éminemment classique, Wagner va y introduire des thématiques qui, elles, sont des thématiques éminemment romantiques, qui vont puiser dans le premier romantisme allemand. C'est-à-dire que d'un côté, il va aller chercher, puiser dans l'atmosphère médiévale, la chevalerie, l'esprit de la chevalerie. On va également avoir la dimension fantastique,
qui est très romantique. À l'époque, au 19e, on a cette dimension fantastique qu'on retrouve par exemple dans les opéras de Karl Maria von Weber, le Freischütz, etc., ce qu'on appelle l'opéra fantastico-romantique. Donc la dimension fantastique est présente. Et puis également, on va trouver une dimension nationaliste, patriotique. Toutes les œuvres de Wagner, finalement, sont traversées par cette dimension-là. Or, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 1840, nous sommes dans une Allemagne qui est en construction, comme en Italie, où l'Italie également travaille à son unification. L'Allemagne travaille à son unification. Il y a à l'époque, dans les années 1840, 39 États indépendants. L'Allemagne n'est pas unifiée. Et donc, forcément, on trouve dans Lohengrin des échos de cette préoccupation, c'est-à-dire ce travail d'unification du pays ou de la nécessité, une dimension d'une certaine façon guerrière qui renvoie à la problématique de l'unification du pays. Ça, ce sont trois éléments importants. Mais il y a surtout, parce que Wagner est quelqu'un qui est extrêmement cohérent, on retrouve trois grandes thématiques qui traversent là aussi toute l'œuvre de Wagner. Toute l'œuvre, sans exception. Première grande thématique, la thématique du héros, mais du héros qui est en fait derrière l'artiste. C'est-à-dire la figure du héros qui en même temps est providentielle et en même temps est incomprise. Elle est providentielle et source de division. Typiquement le cas de Lohengrin. Source de division comme est, selon Wagner bien évidemment, l'artiste qui doit être d'une certaine façon le phare de la société. De même que dans la société grecque, le philosophe est le phare de la société, dans la société, selon Wagner, l'artiste doit être le phare de la société. Il doit guider le peuple, il doit l'aider à s'élever au-dessus de son étiage. Et du coup, on retrouve toujours ça chez Wagner. C'est-à-dire la figure du héros qui est en fait Wagner lui-même, car Wagner n'avait pas une grande modestie et on sait très bien qu'il se mettait souvent en scène à travers ses personnages. La figure, bien sûr, de l'artiste incompris et qui finalement, à la fin, doit repartir parce qu'il est trop en avance sur son temps et que donc le peuple n'est pas encore suffisamment mûr pour le comprendre et pour comprendre son génie. Autre élément très important aussi que l'on retrouve chez Wagner, c'est l'opposition entre d'un côté le sacré et de l'autre le païen. Par exemple, typiquement, dans Tannhäuser, on a cette dimension-là. On a cette dimension entre Élisabeth, qui est la figure de l'amour diaphane, de l'amour médiéval, de l'amour pur en quelque sorte, et puis de l'autre Vénus, qui est la figure de l'amour charnel, païen, etc. Et ben, dans Lohengrin, ensuite, on a cette opposition de fond. Opposition entre, d'un côté, Elsa, qui est d'une certaine façon la figure de la pureté, et un peu une figure aussi un peu chrétienne d'une certaine façon, et de l'autre, la figure païenne qui est représentée par Ortrud, un personnage d'Ortrud qui a un pouvoir maléfique, etc. Et puis, troisième élément aussi qui est très important chez Wagner, l'amour, figure ambivalente, si je puis dire, qui est en même temps source d'épanouissement et en même temps source d'incomplétude. L'amour qui divise et en même temps l'amour qui est source de rédemption. Tous les opéras de Wagner sont traversés par cette thématique. Donc on voit bien la cohérence d'une œuvre sur l'autre, on voit bien la cohérence du projet wagnerien. Alors maintenant, qu'est-ce que Wagner va faire de tout ça? Eh bien, il faut comprendre qu'à l'époque, dans les années 1840, Wagner ne s'est pas totalement émancipé des schémas traditionnels. Il reste très influencé par l'opéra italien et également par l'opéra fantastico-romantique allemand à la Karl Maria von Weber. Et donc, la structure de Lohengrin est une structure qui porte justement les traces de cette tradition lyrique et notamment de ce que l'on appelle les figures à numéros. C'est-à-dire, on peut identifier quand même bon an mal an des airs. On peut identifier des duos, la présence du chœur. Voilà, c'est ce que l'on appelle des figures à numéros. Et donc également aussi un lyrisme qui est un lyrisme, je qualifierais à l'italienne un peu. C'est-à-dire qu'il y a des envolées et que donc par conséquent, l'amateur d'opéra qui aime l'opéra italien ne sera pas déstabilisé s'il écoute
justement le Lohengrin de Wagner. Alors que des opéras plus tardifs de Wagner, les grands drames lyriques, on est moins dans cet esprit, entre guillemets, de l'opéra italien. Donc, il y a ces figures-là qui sont présentes et qui permettent notamment aux chanteurs de s'exprimer pleinement. Et puis, bien sûr, comme c'est une œuvre de transition, une œuvre hybride, il prépare ce qui sera la grande révolution opératique du siècle, c'est-à-dire le passage au grand drame lyrique beaucoup plus sophistiqué, qui sera, quand on trouvera Tristan et Isolde, les maîtres chanteurs de Nuremberg, la tétralogie, Parsifal, etc., qui ont une forme, je le répète, plus sophistiquée que l'on appelle le drame lyrique. Alors, en quoi, justement, il est vers ce drame lyrique? Quels sont les éléments qui font que l'œuvre s'ancre en même temps dans le passé, mais prépare déjà l'œuvre de l'avenir? La sophistication de l'orchestre, incontestablement. L'orchestre est d'une sophistication extraordinaire. Il y a des phrases de Liszt, qui a créé justement l'œuvre en 1850, qui le soulignent. Il dit notamment que c'est la première fois peut-être que l'orchestre est pensé dans sa totalité, mais surtout dans la façon dont les instruments jouent ensemble. Liszt dit, avant Wagner, finalement, les instruments étaient mis en relief séparément. Avec Wagner, ils forment un tout cohérent. Ils travaillent ensemble. Il y a une complémentarité entre les différents pupitres. Ça, Liszt le souligne énormément. Ça, c'est déjà une première chose, la très grande sophistication, subtilité de l'orchestre. On a également un autre élément qui est capital. C'est le travail qu'il va faire, c'est-à-dire le lien qui existe. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est profondément révolutionnaire pour l'époque. Il est vraiment le premier à l'opéra à penser l'opéra dans sa globalité. C'est-à-dire, c'est en ça que c'est un drame lyrique. C'est-à-dire que l'orchestre et les chanteurs sur scène sont complémentaires. L'orchestre n'est plus accompagnateur du chanteur, mais il dialogue en permanence avec les chanteurs. Il est narratif, il porte l'action au même titre que le chant également nous raconte une histoire. L'orchestre nous raconte une histoire. Et Wagner va en permanence travailler dans ce dialogue entre ce qui se passe sur scène et ce que l'on entend, alors qu'il y a cette complémentarité profonde entre les deux. Comment va-t-il faire? Il va le faire de différentes façons. Il va utiliser tout le langage musical, tous les éléments, les ingrédients pour pouvoir travailler à ça. Par exemple, le travail sur l'harmonie, le travail sur la tonalité, le travail sur la couleur instrumentale, le travail sur les motifs, ce que l'on va appeler justement des motifs conducteurs. Tous ces éléments-là vont être signifiants, c'est-à-dire qu'ils sont à l'orchestre, mais ils renvoient à une réalité qui est portée par le livret. C'est-à-dire que ce ne sont pas des éléments gratuits, mais tous ces éléments sont codifiés pour donner une signification à l'orchestre et pour apporter un éclairage spécifique. C'est-à-dire soit être redondant par rapport à ce que disent les chanteurs, soit pour compléter ce que disent les chanteurs, pour donner un prolongement spécifique. C'est en ça que l'orchestre, par sa grande sophistication, son élaboration, son travail motivique, son travail tonal, le travail sur la couleur instrumentale, va être signifiant, va être narratif et va apporter une signification complémentaire. Et c'est si vrai qu'on le voit sur un élément essentiel, le travail sur l'indicible. Ça, c'est absolument capital. On ne peut pas comprendre Wagner si on ne comprend pas quelle est l'intention de Wagner à ce sujet. Qu'est-ce que dit Wagner? Il dit, voilà, le livret, le texte, ce sont les mots, utilisation des mots. Or, la logorée, les mots, sont du domaine de la rationalité. Ils disent la raison, ils disent les choses de façon rationnelle. Sauf que la réalité, parfois, dépasse le rationnel. Il est nécessaire parfois d'exprimer l'indicible. Et cet indicible s'exprime par la musique. Et du coup, c'est en ça que l'orchestre est capital, c'est qu'il dit des choses que les chanteurs ne disent pas, taisent ou ne disent pas totalement, mais que l'on doit entendre à l'orchestre. Et cette révolution-là, c'est-à-dire cette façon de penser la musique comme du sentiment en quelque sorte qui vient compléter la dimension rationnelle apportée par le texte, cette révolution-là, il va la parfaire
dans Tristan et Isolde, et puis ensuite dans Parsifal. Je pense que dans le domaine, le chef-d'œuvre absolu, c'est Tristan et Isolde. Ou d'un côté, je vous donne un exemple pour que vous compreniez pleinement l'impact, je dirais, de cette révolution. Dans Tristan, deux êtres qui ne peuvent pas être l'un à l'autre et qui, du coup, en permanence, attendent impatiemment la mort pour être ensemble. Ils souhaitent la mort parce que la mort est libératrice et leur permettra enfin d'être ensemble, parce que le réel les empêche d'être ensemble. Sauf que la musique, elle, ne cesse d'exprimer la passion charnelle qui unit les deux êtres. Elle exprime, en gros, l'irrationnel. Elle exprime l'inconscient. D'une certaine façon, Wagner met en musique déjà Freud. L'idée qu'il y a des choses que l'on tait, des choses qui nous dépassent, mais que la musique va être capable d'exprimer tout simplement par l'univers qu'elle apporte en quelque sorte, qui est un univers de sensations et de sensibilité. Et du coup, pourquoi dans Lohengrin c'est important de le comprendre? Parce que du coup, ça fait écho au sujet. Qu'est-ce qu'est le sujet finalement? C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'il dit le sujet? Eh bien, Lohengrin refuse de dire qui il est. Et pourquoi il refuse de dire qui il est? Parce qu'en gros, ce qu'il dit à Elsa, c'est si tu m'aimes, alors notre union, elle n'est pas seulement, elle peut être charnelle, mais elle est aussi mystique. C'est-à-dire que nous sommes unis au-delà même de la raison et au-delà même de ce que nous pouvons exprimer. C'est une unité qui est une unité mystérieuse, absolue, sublime. Et donc, par conséquent, si tu m'aimes, alors tu dois accepter de ne pas savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de t'expliquer qui je suis. Tu vas le comprendre par toi-même et m'aimer tel que je suis sans que je sois obligé de décliner mon identité. Et du coup, la musique, elle, se charge de nous décrire, de nous dire qui sont les personnages, sans que pour autant les personnages soient obligés de décliner leur identité. Donc on est en parfaite osmose, ce travail-là de réflexion sur, pas le silence, mais sur l'indicible, parce que pour Wagner, l'indicible touche au domaine de l'absolu, touche au domaine du spirituel, du sublime. Wagner tente toujours, à travers sa musique, d'atteindre justement ce sublime. Il n'est pas dans le relatif, il cherche à atteindre l'absolu. Et la musique lui permet de l'atteindre. Donc on voit bien que ce qu'apporte Lohengrin et ce qu'apporteront les autres œuvres de Wagner, c'est, je le répète, cet immense travail sur l'orchestre. Alors bien sûr, le chant se trouve là, mais il n'apporte pas tant de choses que ça au niveau du chant, puisque comme je vous ai dit, il s'inscrit dans une continuité. La vraie révolution, elle se situe à l'orchestre. Et je dis souvent que pour les non-amateurs de Wagner ou ceux qui hésitent à rentrer en Wagnérie, ils doivent d'abord comprendre qu'on entre en Wagnérie par l'orchestre. Même si, bien sûr, le chant peut être très agréable à écouter, hein, il y a des passages absolument admirables chez Wagner. Mais l'histoire et l'enjeu est d'abord et avant tout à l'orchestre. Le centre de gravité avec Wagner se déplace de la scène à la fosse. Et ça, c'est capital. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris l'essentiel du travail de Wagner. Voilà. Après, bien sûr, une fois qu'on a parlé de ça et qu'on est rentré un peu dans la recette, il y a, et c'est ce qui fait la popularité de Lohengrin, des grands passages obligés qui sont passés, j'allais dire, à la postérité, que ce soit bien évidemment la marche nuptiale, que tout le monde connaît, bien sûr, mais pas seulement. Il y a le grand air de Lohengrin au troisième acte, il y a le grand duo d'amour entre Lohengrin et Elsa. Il y a également l'arrivée de Lohengrin sur son cygne absolument magnifique avec le cœur masculin derrière qui est absolument sublime. Enfin voilà, il y a des passages comme ça absolument bouleversants, envoûtants. Alors c'est intéressant de constater que le cœur, souvent chez Wagner, le cœur est très présent. Dans Lohengrin, même si on retient des passages avec cœur, il est présent de façon très ponctuelle. Il est très habilement placé, mais il n'est pas omniprésent, en fait. Alors que, par exemple, dans Parsifal, il joue un rôle absolument fondamental. Dans Lohengrin, ce n'est pas le cas. Il est présent à des moments extrêmement stratégiques. Voilà ce qu'on peut dire sur Lohengrin. Est-ce que avant qu'on passe à la mise en scène, dire quelques mots de la mise en scène telle que je la connais, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques sur ce que j'ai dit?
Non, il y a une autre interprétation qui a été également donnée, c'était effectivement le parallèle entre les héros de Wagner et sa vie personnelle. Sur le fait effectivement qu'il n'était pas bon, il a été marié une première fois, enfin avec Mina. Bon, ça n'a pas été un grand succès, on l'a vu dans le vaisseau fantôme. Bon. Et puis ensuite, effectivement, il a une vie amoureuse un peu agitée avec Mathilde Wesendonck, qui était donc la femme de son mécène. Puis ensuite avec la femme de son chef d'orchestre, donc qui était la fille de Liszt et qu'il a fini par épouser. Ouais. Bon, et c'est à ce moment-là qu'il a effectivement une certaine maturité, et là on y arrive. Et à chaque fois on dit, bon, voilà, il y a eu comment dire, quelques réflexions un peu psychanalytiques en disant, bon, voilà, est-ce qu'il n'était pas en train de rechercher un peu la mère? Bon, il faut savoir aussi qu'il a perdu son père quand il était très jeune, sa mère s'est mariée, il n'a jamais su très bien, enfin, il a toujours pensé que son beau-père, donc le deuxième mari de sa mère, était en fait son père. Donc il y a une histoire un peu psychanalytique Ouais, autour c'est de tout clair. ça, Clair. Ouais. fait que effectivement, bon, on a que des héros dont l'amour ne réussit jamais. Enfin, Oui, les c'est vrai. le cas, Tannhäuser, c'est le cas, c'est évidemment le cas dans Lohengrin, bon, c'est évidemment le cas dans Tristan. Enfin, voilà, tout ça finit par être. Enfin, c'est celui qui veut et qui ne réussit jamais. Enfin, Ouais. c'est toujours une tragédie un peu. En fait, les héros wagnériens sont souvent des anti-héros Ah, finalement. hein. Ce sont des anti-héros. C'est vrai, tout à fait, ce sont des anti-héros. Mais des figures incomprises et qui sont incomprises en amour, incomprises, comme je le disais Ouais, aussi, dans la figure de l'artiste, dans la figure de celui qui est en avance sur son temps et qui est incompris. voilà. Oui, tout à fait. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte, bien sûr. Ouais. C'est C'est vrai qu'il a eu c'est une le vie amoureuse. Il a une vie amoureuse qui a été un peu mouvementée, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est clair. C'est clair. voilà, non. Ouais. Là, pour le coup, ses ailes de géant l'empêchent de Ouais. marcher, quoi. Ouais. Mais il y a un élément psychanalytique aussi dans le fait qu'il ait épousé la fille de son mentor, hein, Oui, aussi. oui, 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 oui. Cosima Litz. Non, non, Euh, mais je ouais, pense que psychanalytiquement, il y a beaucoup de choses dedans, hein. ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Il a écrit des lettres à sa mère quand il avait 21 ans qui étaient quand même un peu étonnants. Oui, oui. Ouais. Mm. Et alors, l'autre chose peut-être à souligner, c'est effectivement son amour, et ça c'est intéressant pour notre groupe, c'est son amour de Bellini et notamment de Capulet-Montaigu, Mm. qu'on retrouve effectivement dans un certain nombre comment dire, dans les duos, enfin dans les duos de Lohengrin, c'est frappant, hein. Ouais, en fait, il y a l'idée, ce qu'on avait évoqué d'ailleurs, je me souviens quand j'avais parlé des Capulet et Montaigu, j'avais parlé de Wagner dans la notion de mélodie, de cantilène bellinienne. Et Wagner avait une très grande admiration pour les cantilènes belliniennes. Et il a été très inspiré par ça, Verdi aussi d'ailleurs. Mais sur la notion, et on dit beaucoup, que la notion de mélodie continue wagnérienne, que l'on retrouve, qui est son aboutissement absolu dans Tristan et Isolde, vient au départ de la conception mélodique de Bellini, c'est-à-dire cet art en fait de trousser de longues phrases mélodiques comme ça, qui n'en finissent jamais, parce que c'est très long finalement, hein, chez Bellini. C'est ce que disait Verdi d'ailleurs, hein. Il disait Absolument. j'aime les mélodies longues, longues de Bellini, ouais, longues, longues. Ah, Bon. Et c'est vrai que la mélodie bellinienne a inspiré la mélodie continue, le concept de mélodie continue wagnérien. C'est très vrai. Ouais. Mais il y a ce que je disais, donc sur la voix, vocalement parlant, il y a une sensibilité italienne, incontestablement. C'est-à-dire que dans le chant de Lohengrin, c'est ce qui fait d'ailleurs que l'œuvre est si populaire pour même des gens qui ne sont pas forcément versés, qui ne sont pas entrés en Wagnérie, ils ne sont pas tombés dans la potion, mais c'est vrai qu'il y a une sensibilité italienne qui est extrêmement forte, comme elle l'était déjà dans le vaisseau fantôme aussi, vocalement parlant, et Tannhäuser. Tannhäuser, c'était aussi d'une sensibilité éminemment italienne, hein. Le grand air, enfin ça pourrait être en même temps un lied, le grand air de Wolfram, s'apparente peut-être plus là, du coup, à un lead, mais à lead allemand. Mais c'est vrai que sinon, les grandes envolées lyriques qu'on trouve dans les premières œuvres de Wagner sont très italiennes, sont de facture très italienne, et donc bellinienne, c'est vrai. Ouais. je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait des questions ou des commentaires à faire à ce stade. Alors passons à la mise en scène, puisque la mise en Alors, scène, passons, parce qu'il y a des choses à dire. évidemment, voilà, c'est quelque chose de très différent là. Oui, alors, on va essayer Du d'aborder, parce coup, qu'il y a, on recommence. il y a plein de choses, il y a plein de choses. C'est-à-dire que vous croyez connaître Lohengrin et finalement, vous n'avez rien compris. C'est ça, en gros. Alors, d'abord, le personnage. Kirill Serebrennikov. Donc, c'est un Russe, il a 54 ans de mémoire, 53-54 ans. Au départ, il est connu pour quoi? Dissident dans son pays.
Voilà. Pas forcément un ami de Poutine, parce que c'est un progressiste dans de nombreux domaines. Et il a fini par être inquiété, parce que comme il n'arrivait pas à l'arrêter pour des questions de progressisme, du coup, ils ont essayé de le coincer pour malversation financière. Il avait une compagnie théâtrale, et du coup, on l'a accusé d'avoir fait des malversations financières. Et donc, il a été assigné 2 ans à résidence. Il a eu également 3 ans de prison avec sursis. Et donc, il a été obligé de vivre, il ne pouvait plus sortir des frontières russes. Et puis finalement, il a fini, maintenant il vit, je crois, à Berlin. Bon, il vit maintenant à Berlin. Il a pu sortir de Russie. Donc, il arrive à précéder, si je puis dire, de cette réputation. Donc, c'est en même temps un homme de théâtre. Il a monté, d'ailleurs, il y a des spectacles qui sont passés à Paris, qui ont été donnés à Paris. Et c'est aussi donc un homme d'opéra. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans une interview, c'est que Alexander Neff est allé le voir à l'époque où il était encore en Russie. Hein, lorsqu'il lui a proposé le projet de Lohengrin, il était encore en Russie. Et il est allé le voir. Et il se trouve que Serebrennikov a eu à peu près au même moment la commande de l'Opéra de Vienne pour monter le Parsifal. Donc il s'est dit, incroyable, Parsifal, Lohengrin, d'une certaine façon, même combat, mais à 2 concepts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il a monté son Parsifal. En 2019, il y avait la Covid, donc ça a été donné devant une salle vide, mais ça a été retransmis, avec une distribution absolument exceptionnelle, puisqu'on avait donc le grand Jonas, mais on avait aussi le grand Ludovic Tézier, qui était notre Amfortas, c'était son premier Amfortas. On avait également Elina Garancha, enfin c'était vraiment une distribution absolument somptueuse. Mais déjà, on avait compris quel était l'univers de Kirill Serebrennikov. L'univers sombre, tourmenté, violent. On était dans un cadre pénitentiaire. Donc, noir c'est noir, comme on dit, vraiment noir c'est noir. Donc, voilà, il est travaillé par la thématique de la guerre, la thématique de la violence. Et donc, Lohengrin ne va pas faire exception à la règle. Clairement. Voilà. On est dans un cadre, pour ceux qui tous les jours suivent l'actualité ukrainienne, vont se dire qu'ils ne sont pas dépaysés. Voilà, on est dans un cadre. Alors, c'est pas absurde, puisque comme je vous l'ai dit, le duché de Brabant au Xe siècle est menacé à ses frontières, qui a une dimension très militaire, comme ça, Henri Boisseleur, Les frontières de l'Est. Frontière de l'Est, en plus, c'est une très bonne remarque, frontière de l'Est. Donc, du coup, on est dans ce cadre-là, donc ce n'est pas totalement incohérent. Donc, toute ressemblance avec le contexte politique actuel ne serait pas fortuite. Bon, donc ça, c'est un premier cas. Mais l'originalité, il est le suivant. Il faut comprendre son axe, il a un axe dramaturgique essentiel. Il n'y en a pas 50, il y en a un. L'idée est que Elsa, en fait, elle est donc plongée, au même titre que tous les autres, dans la guerre. Et elle a été traumatisée. Traumatisée par, la perte de son frère, la disparition de son frère, et deux, du coup, par la guerre et la violence de la guerre. Et donc, au moment où l'opéra commence, Elsa, en fait, est totalement déséquilibrée psychologiquement. Et donc, le premier acte, c'est un immense délire autour du personnage d'Elsa. C'est-à-dire qu'elle voit autour d'elle des personnages qui la hantent, mais qui sont le produit d'un cauchemar. Donc des personnages un peu fantastiques, des ombres, des monstres, des choses comme ça. Je vous passe les détails. On est dans un univers totalement déformé par la vision qu'en a Elsa. Et on finit par comprendre que ce personnage est un personnage déséquilibré et traumatisé. Au deuxième acte, en fait, nous sommes dans une clinique psychanalytique et on découvre que notre ami Heinrich von der Ramund et Ortrud sont des psychanalystes et suivent Elsa. Elsa est leur patiente et leur protégée. Ce sont les tuteurs d'Elsa. On est donc dans un cadre de clinique psychanalytique qui est divisé en trois. D'ailleurs, le décor est divisé en trois espaces. D'accord. Et au deuxième acte, on aura à chaque fois un décor, 3 espaces, c'est-à-dire 3 pièces. D'abord la clinique psychanalytique, et ensuite, dans un deuxième temps, on change de décor et on est dans un décor d'hôpital, avec à gauche un réfectoire, au centre des lits avec des polytraumatisés et à droite une morgue. Voilà. Donc, on est dans un contexte de guerre, je le répète, extrêmement lourd. Et puis, au troisième acte, on va basculer dans quelque chose qui est de l'ordre d'un bunker,
Où, notamment, on voit des soldats qui vont se faire prendre en photo, ils se marient rapidement entre hommes et femmes soldats, et puis voilà, il y a des photos qui sont prises à la va-vite, et puis on voit que tous ces personnages se préparent à aller à la guerre. Je simplifie, mais voilà en gros le cadre dans lequel on s'inscrit. Donc, la vision d'Orlov, qui est le dramaturge de Serebrennikov et de Serebrennikov, est une vision très sombre et qui est anti-militariste. De sorte que on arrive à une inversion dans le regard que l'on porte sur les personnages. Puisque pour eux, les gentils, en fait, ce ne sont pas Elsa et Lohengrin, mais ce sont Ortrud et Heinrich von Telramund. Parce que ce sont deux personnages, ils veulent souligner que ce sont des personnages humains, mais qui s'opposent à l'organisation de la société telle qu'elle est voulue par Henri Doisler et par Lohengrin. C'est-à-dire, ce sont ces deux personnages des antimilitaristes, ils ne veulent pas de la guerre. Et non seulement ils ne veulent pas de la guerre, mais en plus de ça, Heinrich est blessé. Il a été blessé, on comprend à un moment qu'il a été blessé par une bombe et donc il boite. Donc c'est en ça qu'il est contre la violence. Et donc ils ont un rapport à Elsa qui est un rapport affectif, notamment le personnage d'Heinrich von Telramund est dans un rapport à Elsa qui est un rapport affectif. Voilà. Donc il faut radicalement, si je puis dire, changer notre regard en comprenant que finalement, on n'est plus dans une vision romantique, quoique, mais on est dans une vision, je simplifie, anti-militariste. Voilà, un propos contre la guerre et contre la violence, une vision très noire. Alors, quand on pose la question à Kirill Serebrennikov de savoir ce qu'il reste de romantique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, je ne trahis pas le propos, parce que finalement, la vision sombre, elle est romantique. Les romantiques sont toujours intéressés ou attirés par le gouffre, hein, par les abysses, par la mort, par l'au-delà de la mort. On voit très bien que souvent, par exemple, Walter Scott, c'est un cadre médiéval, mais il y a des tombes, il y a des cimetières, des choses comme ça. La mort est omniprésente. Et donc, Serebrennikov dit, ma vision est également romantique parce qu'elle travaille autour de l'idée de la noirceur, de la violence, et donc de la guerre et donc de la mort. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut rentrer. Alors, je vais vous lire, il vaut mieux laisser Orlov parler, je vais vous lire quelques extraits qui vont vous préciser encore mieux la pensée du dramaturge. Voilà ce qu'il dit. Une personne ou une société victime d'un événement terrible peut ne pas être en mesure d'y faire face. Et c'est alors que se produit la réaction que nous appelons traumatisme. C'est ce qui emprisonne une personne ou une société entière dans un donjon invisible dont il n'est pas possible de s'échapper sans aide extérieure. Littéralement, le traumatisme est un vide, un arrêt sur image répétant sans cesse la douleur du passé, annulant au fond radicalement le présent et l'avenir. Ici, on pourrait dire que le temps est complètement annulé. Et il complète, il dit, en réalité, dans cet opéra, Wagner n'a pas chanté l'amour, mais la douleur. Et pour terminer, il dit, maladie, traumatisme, douleur, désir d'amour, mais manque total d'amour. On entend Ich liebe dich qu'une seule fois au cours des 4 heures que dure l'opéra, et il reste sans réponse. Une personne prisonnière d'un traumatisme, incapable d'éprouver les émotions du bonheur, de l'amour, de la compassion, une société marquée par un traumatisme et incapable de reconnaître et de surmonter les effets de ce traumatisme et condamnée à voir ses malheurs se répéter. En outre, une telle société est en proie à la folie, à la fois individuelle et collective. Les moments les plus lumineux de l'opéra, les motifs du Graal, du prélude et le récit de Lohengrin sont éphémères, fantomatiques et éthérés, comme l'espoir de guérison d'un malade en phase terminale. Et la principale tragédie de Lohengrin réside peut-être dans le fait que plus le sauveur semble brillant et impeccable, plus le véritable salut s'avère illusoire. Très beau, très beau. Voilà, mais en tout cas, on voit bien que ce concept est un concept qui nous éloigne un peu quand même de la vision traditionnelle que l'on peut avoir de Lohengrin. Voilà, des questions là-dessus ou des interrogations. Ensuite, on passera rapidement. J'ai un extrait à vous passer et on va parler, évoquer un peu la distribution. Ah bah voilà. Alors, en allemand, on dit que le rêve s'appelle Traum, et Traum et Trauma, il y a une lettre de différence. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit, oui, tout à fait, exactement.
Eh oui, il y a une lettre de différence. Il joue là-dessus. Alors après, en étant totalement honnête, hein, j'ai eu comment dire, la curiosité de relire l'intégralité de l'acte 2, puisque comme les personnages d'Ortrud et de Telramund sont ceux qui sont en décalage, c'est-à-dire qu'on nous propose deux personnages qui sont finalement, qui sont censés être sympathiques, alors que traditionnellement, on les voit antipathiques. Donc, j'ai relu le livret, ils sont résolument antipathiques quand même, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, on pense à Macbeth, on se dit qu'il a lu énormément Macbeth, notre ami Wagner, puisque très clairement, Heinrich est en fait totalement manipulé par Ortrud. D'ailleurs, il le lui reproche au départ, il dit qu'il a joué aux gémonies, il lui dit, tu m'as emmené sur un terrain que je ne voulais pas, mais tu m'as fait croire que c'était Elsa qui était responsable de la mort de son frère, mais manifestement c'est faux, tu m'as menti. Et elle lui dit, mais non, 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 t'inquiète pas, c'est juste que Lohengrin, il a des pouvoirs magiques, donc on va lutter contre ces pouvoirs magiques. Et du coup, Heinrich, de nouveau, se laisse emporter, si je puis dire, dans le délire d'Ortrud. Mais ce qui est intéressant, c'est l'antimilitarisme, parce que je me suis dit, à quel moment Serebrennikov voit l'antimilitarisme de ces deux personnages. Et en fait, il y a un moment, c'est à la fin du deuxième acte, au moment où Heinrich voue aux gémonies Lohengrin comme Ortrud a voué aux gémonies d'une certaine façon Elsa, il y a 4 chevaliers qui sont en fait normalement, qui étaient des amis d'Heinrich von Telramund, qui ne veulent pas de la guerre, qui disent à un moment, oh non, on ne va pas aller se battre à la frontière de l'Est, on est bien chez nous, en plus, il n'y a pas véritablement de guerre. Et qu'est-ce que dit Heinrich? Il dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre, je vais faire en sorte que, en gros, je vais me débarrasser de Lohengrin, je vais faire en sorte que finalement, il n'y ait pas la guerre. C'est sur cette didascalie, sur ces mots-là, que s'appuient Orlov et Serebrennikov pour dire Telramund est antimilitariste. Voilà. Bon, on peut broder autour d'une phrase, d'un extrait de phrase, mais alors, il n'y a à aucun autre moment, je trouve, de l'antimilitarisme. Hein, à aucun autre moment. Voilà. Bon, mais en tout cas, il faut rentrer, si on rentre, après, il faut voir qu'il travaille beaucoup, ce qui est la perception qu'on a de la mise en scène est d'autant plus complexe que Serebrennikov multiplie les points de vue. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, que son dispositif est très sophistiqué parce que non seulement vous avez le décor, mais vous avez au-dessus des projections vidéo. Et vous avez notamment projection des images de guerre. On voit également un film qui a été tourné autour d'Elsa, un film qui a été tourné également autour de son frère Gottfried pour essayer de comprendre le lien qui unit les deux personnages. Donc il y a un film qui passe, il y a des extraits comme ça vidéo. Et puis également, ce qu'il fait, c'est qu'il a placé une caméra dans certaines parties de la scène, ce qui fait que au moment où vous voyez les chanteurs, vous avez vos yeux qui sont une caméra, mais également vous avez des images qui sont projetées en temps réel, qui sont en train de filmer les chanteurs en train de chanter, mais sous un autre point de vue. Ce qui fait que du coup, vous avez une démultiplication des points de vue des différents personnages et des éléments de la scène. Voilà, donc le regard, en fait, est en permanence attiré par plein de choses sur la scène. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser totalement déstabiliser par ça. Et à un moment donné, il faut choisir son point de vue, son angle de vue, pour éviter de se disperser dans trop d'informations, parce que trop d'infos finissent par tuer l'info. Voilà. Voilà ce qu'on Donc, il pouvait faut dire. plusieurs fois ou fermer les yeux. Hein. Ouais. On écoute, oui. Parce qu'on en vient. Donc, je vais vous passer donc un PowerPoint, comme je fais souvent, pour qu'on fasse un point sur la distribution. Attendez. Ah, je vois que. Alors, attendez, je ne comprends pas. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Parce que j'essaie de partager mon écran et je n'arrive pas à le partager. Et donc, comme c'est désactivé, je ne peux pas partager mon écran. Alors, oui, je vais voir. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Où est-ce que je peux avoir la main là-dessus? C'est dommage parce que j'avais un extrait à vous passer. Ouais. Ouais, j'ai pas la main dessus et je ne peux pas partager mon écran. Moi, je ne sais pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Alors, Je vais voyons voir. voir. Attendez, je vais essayer autre chose, mais j'ai l'impression que ça ne changera rien. Ah, ça y est, j'ai eu la main d'une autre façon. Super, je l'ai. Parfait. Alors, parfait. Vous allez me dire si vous... Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, c'est bon. Oui. Super. Alors, donc, la direction musicale, on va mettre d'ailleurs plein écran, ce qui sera... Attendez. Voilà.
Donc, la direction musicale, Alexander Sodi. Donc, à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être Gustavo Dudamel qui devait diriger, mais pour les raisons que vous connaissez, il n'est plus notre directeur musical. Du coup, c'est Alexander Sodi. Alexander Sodi est un chef anglais qui a dirigé il y a quelques mois le Britten, le Peter Grimes, remarquablement bien. Et les retours que j'ai de la direction de Lohengrin sont formidables aussi. Les critiques sont excellentes. Il paraît que voilà que c'est un très bon chef. Il a déjà dirigé Lohengrin. Il le dirigera d'ailleurs à Berlin en avril 2024. Donc c'est une référence. Il va le diriger à Berlin. Donc voilà, il connaît bien Wagner. Donc la direction musicale est vraiment défendue par la critique. La distribution, superbe distribution, puisque nous avons un des meilleurs titulaires du rôle de Lohengrin à l'heure actuelle, Piotr Bekchala, merveilleux chanteur. Nous avons également, dans le rôle, je passe tout de suite d'Ortrud, nous avons la chance d'avoir Nina Stemme, qui est la plus grande Isole de ces 15-20 dernières années, je ne sais pas combien, mais enfin, en tout cas, c'est une immense wagnérienne, Nina Stemme. On a enfin la chance de la voir dans un rôle à sa mesure, puisque la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était Minnie dans la Fanciulla del West de Puccini, ce qui n'était pas forcément un rôle pour elle. Enfin, c'est bien, mais je veux dire, elle irradie dans Wagner, et on a d'autant plus de chances de l'avoir en Ortrud qu'elle chantait jusqu'à présent le rôle d'Elsa, et qu'elle est passée très récemment à Vienne, notamment dans le rôle d'Ortrud. Elle l'a chanté il y a peu, et donc là, elle n'avait pas beaucoup chanté avant de l'interpréter à l'Opéra de Paris. Donc voilà, c'est une chance, elle est magnifique comme toujours, elle est irradiante. C'est une immense artiste, Nina Stemme, c'est une très grande chance de la voir dans ce rôle d'Ortrud. Après, dans le rôle d'Elsa, nous avons Johanny van Euström, qui est donc sud-africaine, qui n'a jamais chanté à l'Opéra de Paris, mais qui connaît bien le rôle d'Elsa. Elle l'a chanté notamment à Munich en décembre dernier, de mémoire. Et il me semble, je crois que c'était Jonas Kaufmann qui était Lohengrin, il me semble. Mais en tout cas, elle l'a chanté à Munich en décembre dernier, et la critique était plutôt bonne. Et puis, dans le rôle de Telramund, un formidable baryton allemand qui s'appelle Wolfgang Koch, qui était notamment notre vote sec l'année dernière, remarquable artiste, c'est vraiment, il est formidable dans le rôle de Telramund. Et puis, dans le rôle d'Heinrich der Vogler, qui est donc le roi, Kwang Chul-yun, qui est une grande basse coréenne, qui a une très longue carrière derrière lui, qui a beaucoup chanté à l'Opéra de Paris, et qui donc a il n'est pas très grand ce rôle du roi Henri Loisler. Voilà donc superbe distribution avec retenir quand même la présence de Piotr Bekchala et de la très grande Nina Stemme. Alors, je vous passe un extrait. Alors d'abord, pour vous préciser quand même que vous avez tout ce qu'il faut sur le site internet de l'Opéra de Paris. Vous pouvez aller consulter la fiche de Lohengrin. Vous y trouverez la vidéo que je vais vous passer, qui est le grand air de Lohengrin chanté par Piotr Bekchala. Mais vous trouverez également une galerie photo. Il y a une trentaine de photos qui vont vous permettre de vous familiariser avec le visuel de la mise en scène de Kirill Serebrennikov. Vous verrez, les photos sont assez révélatrices de l'univers de Serebrennikov. Je vous propose donc l'extrait dont je vous ai parlé. C'est Jean. Bonjour, ça va? Ouais, je t'appelle pour demain. Pardon, Je vais pardon, mettez-vous en silence. S'il vous Ouais. plaît, Monsieur Libomo. Merci. Voilà. Donc, Lohengrin part, et vous allez voir le décor, du coup, vous allez avoir une idée du décor. C'est le troisième acte. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le metteur en scène joue avec le public, c'est-à-dire que les personnages sont aussi dans la salle. Vous voyez là, il y a Elsa qui est en train de remonter. Voilà, vous allez voir. Neu zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, der Nahe und sich reinster Glaube erteilt durch ihn sich seine Ritterschaft. Den Richter hier
ferne Land entsendet, zum Streit für der Tugend Recht ernannt, der wird nicht seine heilige Kraft entwendet, bleibt als sein Ritter dort, wird unerkannt. So höher Art doch ist des Grales Segen, enthüllt muss des Laienauge fliehen. Des Ritters drum soll Zweifel ihr nicht hegen, verkennt ihr ihn. Dann muss ihr von euch ziehen. Voilà, donc Piotr Bekchala dans le rôle de Lohengrin à l'opéra Bastille. Voilà, si vous avez des questions, des remarques sur ce que vous avez vu, sur ce qu'on a dit. On s'attend à tout pour le cygne. Oui, je vous dis pas. Je vous dis pas, vous découvrirez. C'est un signe SIGNE, c'est ça? T'as dit au signe. Non, mais c'est très, par contre, vous verrez, la mise en scène aussi joue sur le symbole. Hein. C'est très symbolique. Il y a pas mal de symboles. Ouais. Ce qui est assez cohérent chez Wagner. Hein. Mais bon. Oui, le chevalier au signe, il n'y a pas de problème. Bon. D'autres remarques? Ouais, moi c'est Nicole. Oui. Bonjour Nicole. Ah, le micro est coupé. Ouais, ça y est, hop, voilà. En fait, ce qui me fait peur dans ces mises en scène, déjà, Lohengrin, quand même, ce n'est pas un opéra, il y a beaucoup effectivement de symbolisme, tout ça. Et donc, avec toutes ces mises en scène extrêmement symboliques, avec toutes ces vidéos, en fait, on est absolument, on est forcé de fermer les yeux. Et c'est vrai que ça, c'est comme Salomé, que j'ai vu la dernière Salomé. Je préférais les Salomé que j'avais vus auparavant, hein, qui étaient beaucoup plus classiques, mais au moins, il y avait une osmose entre le texte, la musique, la mise en scène, que là, en fait, ça risque encore de nous troubler, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, si ça... C'est-à-dire que oui, non, mais je ne peux pas vous donner tort sur ce point. C'est-à-dire que trop d'infos tue l'info, de toute façon. Oui. Et dans les mises en scène qui sont qui ont plein d'idées, parce que c'est le propre de ces metteurs en scène qui réfléchissent beaucoup aux œuvres, donc qui développent différents axes dramaturgiques, mais du coup, au bout d'un moment, à force d'en suivre plusieurs, on n'en suit plus aucune. Donc, il y a une foultitude d'informations, une foultitude de messages comme ça. Donc, ce que je disais, c'est sans pour autant fermer les yeux, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui peuvent vous intéresser sur scène, mais en fait, il faut faire l'effort, à la limite, même s'il y a une déperdition d'informations, de faire comme si vos yeux étaient une caméra et qu'elle choisissait un angle de vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous décidez de regarder quelque chose sur scène, de vous concentrer sur quelque chose, parce que le risque, c'est que si vous êtes tout le temps dispersé, le regard comme ça, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, au bout d'un moment, vous perdez d'abord de la signification, et puis en plus de ça, vous perdez de la musique. Et pour moi, l'essentiel toujours, c'est d'abord, c'est l'œuvre. D'abord, celui qui a à mettre d'abord, avant tout le reste, c'est le compositeur et sa musique. Donc, c'est ça qui doit ressortir. Et les très grands metteurs en scène savent mettre en valeur les compositeurs. D'autres savent moins le faire. Donc, c'est pour ça que dans ces mises en scène où il y a une foultitude de choses qui sont en plus, et ça, c'est devenu un peu une tarte à la crème, le côté psychanalytique. Hein. Car que, en fait, je dis souvent, je ne sais pas si c'est à vous que je l'avais dit la dernière fois, ou je l'ai dit à des gens auxquels je faisais une présentation, j'ai dit, mais mon Dieu, si Freud n'avait pas existé, y aurait-il des metteurs en scène d'opéra? Enfin, c'est incroyable, parce que la psychanalyse, tout passe par le fil de la psychanalyse, tout. Mais en même temps, c'est idéal. C'est tellement la psychanalyse, tellement de perspectives. On peut travailler sur le rêve, on peut travailler sur le cauchemar, on peut travailler sur la frontière entre justement la réalité et la fiction. Enfin,
tous ces éléments-là nourrissent l'imaginaire des metteurs en scène, mais le problème nous perd aussi, parfois. Ils nourrissent pas forcément le nôtre. Mais le leur, il est très riche, et donc eh ben, ça se retrouve sur scène avec tous ces éléments, et on s'y perd. Donc il faut choisir un axe. À un moment, il faut choisir un axe, et puis s'y tenir, et puis si à un moment donné, ben, comme une caméra, vous déplacez l'axe, et puis vous décidez de regarder autre chose, et vous vous concentrez, et puis voilà, parce que sinon, vous perdez. Vous perdez dans tous les éléments. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je suis d'accord avec vous, hein, trop d'infos tue l'info, et puis surtout, et, au bout d'un moment, on finit par s'y perdre. On finit par s'y Ben oui, c'est ça. Et puis on finit aussi par ne plus aller à l'opéra et d'aller voir les DVD qui sont plus classiques, comme par exemple le DVD, alors c'était en Allemagne avec Jonas Kaufmann il y a une dizaine d'années. Bon, Jonas Kaufmann et puis Oui, vous parlez du Lohengrin qu'on a donné nous en 2017 dans la mise en scène de Klaus Guth. oui, Oui. C'est ça, avec comme elle s'appelle l'allemande aussi, qui est sa partenaire attitrée, dont j'ai oublié le nom, mais qui chante souvent avec lui. oui, Vertraude. Ah non, Ah non, c'est Waltron Meyer. Ah, Waltron Meyer? C'était Waltron Oui, Meyer? Ah ouais, oui, c'est Waltron oui, Meyer. D'accord, d'accord. oui, Ok. Ah ouais, ok. oui. Ouais. Bon, il Mais y a en même temps, Arthuros aussi qu'il a joué. c'est ça, je cherche Arthéros. Mais bon, après, rien ne vaut la salle, rien ne vaut la salle pour le contact, bien évidemment, que vous avez. Enfin, c'est très physique, hein, le chant, c'est très physique, l'opéra, et l'orchestre aussi. Et donc, Et l'orchestre, c'est dynamique, la dynamique exactement, pendant. exactement, Oui, ça, je suis exactement, d'accord. rien ne vaut. Il faut qu'il y ait une osmose entre les voix et l'orchestre, ça, c'est Ouais, sûr. ouais, bien Mais sûr. après, vous avez la mise en scène qui parfois effectivement prend le pas et vous ne voyez plus que ça. Et Mhm. donc en fait, il faut véritablement s'accrocher aux Ouais. voix et à l'orchestre. Il faut vraiment que ça soit bon pour effectivement sortir de j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez, quoi. Voilà. Non, mais j'entends, hein, j'entends. Faut Enfin, je être suis peut-être trop classique, mais bon, Non, 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 mais vous n'êtes pas la seule à nous faire ce retour sur la façon dont les mises en scène prennent le pas sur la oui. musique. Mm. Ça, c'est un reproche qui est souvent fait. Bon, après, bon, il y a des gens ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que j'ai envie de dire, c'est terrible ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je pense que il y a un public qui, quand on essaie de conquérir, élargir le public de l'opéra, vous avez des gens qui ne sont pas venus à l'opéra par, je ne vais pas dire par tradition, mais par un héritage culturel, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas venus régulièrement à l'opéra parce que des parents y allaient ou ce genre de choses. Donc des gens qui arrivent à l'opéra et qui sont totalement, qui connaissent pas cet univers et qui ne connaissent pas cet univers et du coup qui rentrent dans l'opéra par le théâtre parce que finalement, l'aspect visuel, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le public de danse, c'est plus facile de faire venir un public de danse parce que le public de danse, il y a un aspect très visuel et il y a une séduction immédiate qui se fait, alors que la musique, il faut rentrer dedans quand on a l'oreille qui n'est pas forcément formatée, il faut rentrer dedans. Et donc, du coup, les gens qui ne viennent jamais à l'opéra, certains rentrent par le truchement du théâtre. C'est-à-dire qu'ils se disent au moins, si je passe à côté de la musique, je me raccroche à quelque chose sur scène. Et du coup, plus il se passe de choses sur scène, plus ce public-là apprécie et dit finalement je me suis distrait parce que j'ai vu sur scène et on a beaucoup de gens qui viennent à l'opéra par le truchement de la mise en scène et non plus par le truchement de la musique, sauf que le problème, c'est que comment fidéliser ce type de public? Parce qu'un public qui va voir Lohengrin dans une mise en scène qui l'aura séduit en n'étant passé à côté de la musique, retournera voir Lohengrin la fois suivante, sera déçu de Lohengrin parce que peut-être la mise en scène ne l'aura pas séduit. Donc il ne sera pas rentré par la musique, mais il sera rentré par la mise en scène. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que pour fidéliser un public, l'opéra, c'est d'abord de la musique. Il faut rentrer dans l'œuvre et ensuite et c'est parce que vous rentrez dans l'œuvre et que vous connaissez l'œuvre que vous êtes d'autant mieux à même de juger de la mise en scène et de la relation qui peut exister entre l'œuvre et la mise en scène. Mais il faut rentrer d'abord par l'œuvre. Mais nous, on a un public, une partie du public qui rentre par le théâtre. Et c'est la raison pour laquelle, et je pense que c'est ça hein, l'explication pour des metteurs en scène où il y a une surenchère dans la mise en scène, où il y a toujours plus de théâtralité, etc., c'est que il y a une volonté d'élargir un public et de se dire le public ancien qui, lui, connaissait très bien la musique, rentrait à l'opéra par la connaissance des œuvres, c'est terminé, on est dans l'ère du zapping, on est dans l'ère de la vue, plus dans ce que l'on entend, mais de ce que l'on voit,
hein. On approche les choses de plus en plus parce que l'on voit, on est dans l'ère du visuel. Et donc, du coup, eh ben, on fait rentrer les gens par le truchement de la mise en scène et non plus de la musique. Donc, il y a une forme de facilité à capter le public par ce qu'il voit plutôt que par ce qu'il entend. Et je crains que cette tendance ne s'améliore pas tant qu'on sera à l'ère du zapping et tant qu'on sera à l'ère du visuel au détriment de la perception par ce que l'on entend. C'est clair. Les générations, les jeunes générations, c'est le visuel, beaucoup le visuel qui compte. Beaucoup la perception que l'on a des choses par ce que l'on voit. Et donc, attirer un jeune public, un public plus large, notamment de jeunes, c'est le capter, non pas par l'œuvre Lohengrin, mais par la façon dont Serebrennikov va parler de l'œuvre à une génération moderne qui, elle, connaît la guerre en Ukraine et se fout royalement peut-être de la dimension médiévale et de tout l'univers fantastique qui peut tourner autour. Oui, mais attendez, l'opéra en base, c'est des voix et de la Oui. musique. Ah ben C'est oui. pas de la mise en scène. Non, je ne défends pas ça, moi. Je dis juste, voilà quelle est la logique dans Oui, laquelle on d'accord, mais s'inscrit. j'entends bien, mais ça veut dire que c'est plus de l'opéra. Donc en fait, après, c'est du théâtre. Donc après, donc les gens comme moi préféreront aller dans les comment ça s'appelle, les opéras, sans décor, je me souviens plus du terme. Oui, version non Orchestre. scénique, Oui, version voilà. concert. Exactement, Version exactement. concert. Version concert. Ouais. J'aimerais Voilà, bien dire non, mais... quelque chose. Ouais. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien dire quelque chose. Oui, Bénédicte. Oui, Allez-y. bonjour. Je voulais dire que je l'ai entendu, enfin je suis venue samedi soir déjà, donc je l'ai déjà entendu, j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, que la musique, bon c'est super, moi c'est la première fois que je l'entendais en live, j'avais entendu que des enregistrements, et le visuel m'a pas empêché d'entendre la musique. Nina Chtemé a dit qu'elle était malade, mais je me demande ce que c'est quand elle est en forme, parce que déjà c'était extraordinaire. Et sinon, en fait, j'ai rien compris à la mise en scène, donc c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai été contente de vous entendre aujourd'hui parce que ça m'a permis de comprendre en fait. Et je me demandais si, il me semblait qu'il y a très longtemps, quand j'allais à l'opéra, on avait on avait une espèce de papier où on avait comment dire, une explication un peu de la mise en scène. Et ça, c'est vrai que, enfin là, ça m'aurait bien aidé. Heureusement que vous m'avez expliqué parce que bon, c'est pas grave, j'avais rien compris, mais bon, en même temps, j'ai regardé, quoi. Voilà, mais j'ai surtout écouté, mais j'ai regardé aussi. Mais voilà, enfin, juste, je voulais dire que heureusement que vous m'avez expliqué la mise en scène, parce que j'avais pas perçu, par exemple, le rapport que vous nous avez dit que les relations entre Ortrud et Elsa, que dans l'idée de la mise en scène, il y avait le désir que Ortrud soit empathique avec Elsa. Moi, je ne l'ai pas perçu du tout sensiblement. Enfin, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, j'avais quand même l'impression que peut-être qu'elle était son médecin, mais j'avais l'impression qu'elle était plutôt contre elle. Enfin, j'avais pas compris, quoi. Plein de choses, j'avais pas compris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, elle est perçue dans la conception, c'est que elle est convaincue que Elsa, elle craint que Elsa elle est déjà traumatisée, que la guerre durant, qu'elle bascule dans quelque chose d'encore plus terrible. Donc, ce qu'elle essaie de faire, mais il faut le voir, ce qu'elle essaie de faire, c'est par une sorte de sortilège, elle essaie de la faire sortir de sa torpeur traumatique, c'est-à-dire de la faire re-rentrer paradoxalement, ce qui est paradoxal, dans le réel, mais dans le réel pour que, du coup, la façon dont elle perçoit la réalité ne soit plus aussi traumatique qu'elle ne l'était auparavant. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça que dit le dramaturge. Mais c'est compliqué, à mon avis, de le voir sur scène. C'est très compliqué. Mais en tout cas, elle est dans un rapport, j'allais dire, empathique, même si ça ne se voit pas, elle est censée être dans un rapport empathique avec Elsa, au même titre qu'Heinrich von Telramund. Mais ce que vous disiez sur la pédagogie et sur ce que veut dire le metteur en scène, alors, c'est dommage, je suis d'accord avec vous. Moi, ça fait longtemps que je considère, je me bats pour qu'on soit plus pédagogue et notamment pour qu'on puisse, par exemple, mettre en ligne la note d'intention du metteur en scène en amont, avant le spectacle, pour que les gens puissent aller la consulter et se préparer justement à la vision du metteur en scène. Bon, c'est parfois compliqué. Après, cette note d'intention, vous l'avez toujours, mais ça exige de payer. Mais c'est vrai, et il faut le lire avant le spectacle, c'est que dans le programme du spectacle, vous avez toujours un moment à un autre, parmi les articles, vous avez
la note d'intention, quasiment tout le temps. C'est-à-dire, vous allez trouver un article du dramaturge dans lequel il vous explique sa conception. Et ça implique de venir avant le spectacle, d'acheter le programme et d'aller vous plonger dans le programme pour vous y préparer. Voilà. Bon. Mais vous n'avez plus ce que vous disiez là, les petits papiers. Moi, je suis à l'opéra depuis 97. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ce que j'ai vu, par contre, ce qu'on a fait à un moment donné, mais c'était très spécifique, c'était pour les avant-premières jeunes. Ce qu'on préparait, c'était comme c'était un public jeune, on préparait le public en faisant justement un petit A4 où on mettait l'argument, où on mettait un peu la philosophie de la musique, etc. Du coup, ce qui faisait que les jeunes, quand ils arrivaient, ils prenaient le papier et ils se plongeaient là-dedans avant le spectacle. Mais on le faisait pour les avant-premières jeunes. Mais j'ai aucun souvenir qu'on ait fait ça avant. Vraiment. Non, pas à l'opéra. Par contre, vous avez dans d'autres théâtres, par exemple, je crois que c'était au théâtre non, pas des Champs-Élysées, mais c'était Salle Pleyel, il me semble que c'était Salle Pleyel, quand j'allais voir un concert Salle Pleyel, qu'ils distribuaient avant un papier qui était gratuit dans lequel vous aviez des informations sur l'œuvre que vous alliez voir. Salle Pleyel. Théâtre des Champs-Élysées, c'est payant. Je crois, hein, Jean-François, j'ai un doute, mais il me semble, Oui, à un moment, Pleyel faisait. dans Pleyel d'autres. Alors, Et je sinon, de l'Opéra de San Francisco, où il faisait ça aussi. Ouais, voilà. ils le font à l'opéra, ils le font à l'Opéra Comique avec Agnès Terrier qui fait une présentation de l'œuvre avant. Mais ça, avant. c'est à l'oral, ça, mais c'est pas un papier. Non, et au moins ça permet d'avoir Oui, une vision de la mise en scène et une histoire de l'œuvre. Oui, c'est très bien, oui, ce que fait Agnès Serrier, oui, je connais, c'est très bien. Et à un moment, on avait, sous l'ère Mortier, donc ça remonte, hein, 2004-2009, il y avait eu un moment, il avait introduit la notion d'introduction au spectacle, mais ça a été abandonné très vite pour des questions organisationnelles. Donc, avant le spectacle, il y avait une petite présentation dans les espaces publics où les gens venaient, mais aussi étrange que ça puisse paraître, c'est qu'il y avait peu de monde. Ça a été arrêté parce que ça n'avait pas beaucoup de succès, ce qui est quand même assez étrange. Les gens arrivaient au dernier moment et donc ne venaient pas à ces introductions au spectacle. Je voudrais dire une petite chose, c'est qu'en fait, les programmes, moi, je voulais les lire avant et en fait, on n'arrive jamais à les acheter à plus d'une semaine avant le spectacle, alors que, en fait, j'aimerais bien les lire bien avant le spectacle. Alors, Et en fait, on n'arrive pas à les acheter à la librairie avant. Non, mais vous pouvez les acheter sur Internet. Ah, d'accord. Ah oui, en fait, vous pouvez parfaitement les acheter. Vous pouvez en fait les acheter sur Internet. D'accord, merci. Et en plus de ça, ce qui est intéressant pour vous, je vous le dis, c'est que c'est moins cher si vous les achetez sur Internet. D'accord, merci. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est vrai, les programmes. Après, je ne suis pas en train de vous vendre des programmes. Ce que je dis juste, c'est que si vous voulez avoir une information sur la dramaturgie, le programme vous le propose. Mais il faut l'acheter avant pour pouvoir se plonger dedans. Voilà. Non. Mais c'est particulièrement intéressant et important lorsqu'on a du régithéateur, comme on oui, a. Ça. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on a, on l'a bien vu pour ceux qui étaient l'année dernière dans Hamlet, c'était incompréhensible si on n'avait pas lu, effectivement les intentions du metteur en scène. C'était extraordinairement compliqué. On s'est tous posé des questions existentielles sur la signification de tel ou tel signe. Bon, du fameux sac d'orange et autres. Bon, donc alors le risque de tout ça, c'est d'effectivement on se raccroche, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, on se raccroche à des petites choses, et puis on finit par oublier, je dirais, la vision d'ensemble. Et on a finalement une pièce de théâtre avec une musique de film. Oui, non, mais c'est assez juste. Et c'est dommage, Lohengrin, même si la musique est expressive, n'est pas seulement une musique de film. Ça. Mais bon, cela dit, Christian Merlin, qui est généralement qui a les dents assez dures, en général, enfin assez souvent, était très positif sur Parsifal. Et moi, j'ai vu Parsifal, effectivement. Bon, je l'ai vu 2 fois. La première fois, on en prend quand même plein la figure. Mais c'est superbe. C'est superbe. Bon, alors je pense, je ne sais pas. Et Lohengrin, bon, pareil. Enfin, les critiques que j'ai vues disaient, bon, certes, c'est du régithéateur, mais c'est du régithéateur qui n'était pas à l'encontre. Enfin, c'était pas une imagination à l'encontre de ce que disait le metteur en scène, pardon, le compositeur, le librettiste. Donc ça va dans le sens. Enfin, c'est pas exact, ça va au-delà, hein, ça va très au-delà, mais c'est pas contradictoire. C'est pas que de la musique de film.
Non, 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 tout à fait. Non, mais en fait, c'est pas. En fait, Serebrennikov est loin d'être un imbécile. Hein. C'est quelqu'un qui est très, qui a une vision du théâtre et qui la met, si je voulais, en pratique dans Lohengrin comme dans Parsifal. Il a une véritable vision. Non, la seule chose que je disais, je répondais à Madame là, qui est intervenue auparavant sur le fait d'une multiplicité d'informations, des vidéos, tout ça, c'est la difficulté justement ensuite d'appréhender cette réalité, c'est-à-dire la vision du metteur en scène quand il y a énormément de signes, énormément d'informations, c'est tout. Après, en termes de vision et de cohérence, je disais juste que pour Heinrich von Telramund, l'histoire de l'antimilitarisme, on peut éventuellement la trouver à la fin du deuxième acte, il faut la chercher, mais après, une fois qu'on est rentré dans l'univers de Serebrennikov et qu'on l'a accepté, c'est toujours, vous savez, le postulat de départ. C'est soit vous rentrez dedans, vous acceptez le postulat de départ, et du coup, vous allez jusqu'au bout avec lui, vous cheminez avec lui, soit vous allez avoir des gens qui très tôt ne vont pas vouloir rentrer dedans, et une fois, si vous ne rentrez pas dedans, eh ben, ça devient un peu complexe. C'est toujours la même chose. Hein. Vous allez avoir deux catégories de spectateurs. Mais en tant que tel, c'est le principe hein, du postulat. Après sa démonstration, il l'a fait de façon très concrète par rapport au postulat de départ. Il faut juste accepter le postulat de départ, il faut le connaître. C'est tout. Voilà. Mais qui n'est pas pour le coup foncièrement. Enfin, évidemment, il y a des changements par rapport à la version originale, mais la version originale de la version de départ est quand même très violente. Oui. Hein, enfin, je veux dire, Lohengrin, c'est quand même très violent. C'est quand même très violent. On a quand même énormément de cœurs de soldats à droite et à gauche. Oui. Et ça se termine quand même très mal. C'est un opéra tragique. Hein. C'est pas du tout. Bon. Elsa meurt parce que de toute façon elle ne peut pas atteindre. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas une histoire gay. C'est pas une histoire gay, mais on voit bien dans l'approche de Serebrennikov, ce qui domine dans l'approche de la plupart des metteurs en scène actuels, c'est le refus du merveilleux, du fantastique et de l'irrationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi l'irrationnel à partir du moment où il s'inscrit dans un cadre psychanalytique. C'est-à-dire qu'en fait, Serebrennikov, dans l'univers de Wagner et dans la dimension fantastico-romantique, vous acceptez le postulat de départ que Lohengrin puisse être un être étrange, merveilleux, qui arrive comme ça. Ça participe de l'univers de Lohengrin. Il y a une magie aussi dans Lohengrin. Il y a un côté spirituel, incontestablement. Ça participe de la grandeur et de la beauté de l'œuvre. Et chez les metteurs en scène contemporains, il y a ce refus, même si à un moment, dans la mise en scène de Serebrennikov, on retrouve quand même des symboles qui renvoient un peu au fantastique, mais globalement, faire d'Elsa une traumatisée, et donc que finalement on se dit que tout ce qu'elle voit est le produit de son imagination et de sa folie, c'est peut-être limité, on peut s'interroger, la portée de l'œuvre et de sa signification. C'est-à-dire que refuser par définition cette dimension fantastique, irrationnelle qui peut apporter quelque chose. Voire mystique. Voire mystique, et bien sûr, parce que la dimension chez Wagner, il n'y a rien à faire. Il y a toujours cette dimension mystique. Parsifal, c'est aussi une figure christique. Il y a toujours cette dimension qui est là. Et donc, du coup, c'est en limiter la portée. On peut l'accepter en se disant, ben, dans un univers qui est le nôtre, qui est hyper rationaliste et qui, du coup, où il y a un profond scepticisme par rapport à tous ces éléments spirituels, très bien, on peut arriver à rentrer dans ce cadre-là. Je dis juste qu'on peut s'interroger sur la limitation de la portée de l'œuvre et sur Wagner, ce qu'il voulait y introduire. Le côté, par exemple, l'ouverture, on ne peut pas penser l'ouverture, on ne peut pas aimer l'ouverture si on n'entend pas la transparence et le côté spirituel de cette ouverture, avec cette orchestration translucide qui apporte cette dimension magique, cette dimension féerique, quelque chose de l'ordre de la transcendance qui est là et que souligne Wagner. Voilà. Et donc, en limiter la portée en disant qu'Elsa est totalement folle, enfin elle est folle, elle est traumatisée, que donc tout est le produit de son imagination, voilà, on peut s'interroger. Voilà, c'est toujours la grande question. C'est tout. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des uns ou des autres. Peut-être un petit rappel, c'est à 19h, non pas 19h30. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, 19h, c'est tout à fait ça. 19h. Non, mais il y a 4h30 de spectacle. Donc, c'est ça, 4 heures. Alors, ils ont mis sur le site 4h20. Mais bon, à mon avis, oui. d'une soirée sur l'autre, voilà. Oui. Enfin, effectivement, la version normale, c'est 3h20. Donc, il y a 3h20 de spectacle, généralement, ça se compte, hein, à peu près. Et 2 entractes. Et 2 entractes, pas une demi-heure. Donc, bon, c'est ça.
contre 4h30. Ouais, Contre 4h30. exactement, 4h30. Voilà. Merci encore, Bruno. Je crois que c'était totalement indispensable pour cette œuvre qui est connue pour beaucoup de lyricomanes, mais pas évidemment dans la version que vous avez décrite. Et je pense qu'effectivement, connaître la version, ça permettra de l'apprécier ou pas, mais en tous les cas, de savoir dans quoi on rentre. Ouais, d'avoir des grilles de lecture, comme on dit. Et d'avoir des grilles de lecture, ce qui est quand même indispensable pour une œuvre pareille. Merci infiniment. Et puis, On va penser à vous. Merci à vous. Merci. On va penser à vous lors du spectacle. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.